Donc, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par la cellule Intelligence économique d'IPC. Et comme vous avez pu le constater, il va être question aujourd'hui de dispositifs médicaux. Alors, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. En juin 2024, nous avions publié un rapport de veille qui dressait déjà un inventaire des principales tendances sur le secteur des dispositifs médicaux. Et il y était notamment question de réglementation, de tissus industriels, mais aussi d'innovation, pour ce qui concerne tant les produits que leurs procédés de fabrication. Alors, ce travail de synthèse n'avait que partiellement abordé la question des matériaux. Alors, nous avons entrepris ces dernières semaines la rédaction d'un nouveau rapport dans le but précisément de combler cette lacune. Alors, pas seulement, puisque nous en avons également profité pour actualiser certaines informations et notamment de nature réglementaire. Alors, le rapport est assez dense. Aussi, dans le cadre de ce webinaire, nous allons nous borner aujourd'hui à ne présenter que certains de ces éléments les plus significatifs. Et en attendant, bien entendu, que vous puissiez très bientôt découvrir ce rapport qui est actuellement en cours de finalisation. Alors, réglementation. Dans cette première partie de ce webinaire consacré donc à la réglementation, nous allons rapidement citer certains éléments d'actualité qui nous paraissaient importants à retenir. Alors, on va en profiter pour, juste ici, un rappel, pour vous rappeler que les textes qui sont en vigueur et qui encadrent la mise sur le marché des dispositifs médicaux sont cités et commentés dans le rapport précédent. Ici, il va s'agir juste d'actualisation. Alors, d'abord, pour ce qui concerne l'Europe, alors on va passer sous silence les atermoiements des uns, les interventions très appuyées des autres. On va juste retenir que le 17 décembre 2025, la Commission européenne a fini par adopter une proposition qui était très attendue et qui visait à simplifier les réglementations des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro. Alors, pour autant, l'examen de la proposition par le Parlement et le Conseil européen avant adoption sont encore attendus. Alors, sans rentrer dans les détails, on va au moins retenir que parmi les changements principaux qui sont introduits par cette proposition, alors figure celui des relations avec les organismes notifiés et puis surtout plusieurs simplifications pour aller dans le sens d'une réduction de la charge administrative. Alors par ailleurs, l'un des buts de cette proposition, c'est aussi de mieux cibler et calibrer certaines exigences, en particulier pour les dispositifs à faible et moyen risque. Pour ce qui est à présent de la France, deux sujets en particulier ont marqué l'actualité réglementaire. Alors d'abord, un décret qui était attendu depuis 5 ans est paru au journal officiel le 19 mars 2025 et qui s'applique à l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Alors ce décret, il est venu établir un début d'encadrement de ce qu'on appelle la remise en bon état d'usage, ou REBU, REBU, des dispositifs médicaux à usage individuel. Alors, l'objectif principal de ce décret, c'est de permettre la réutilisation des dispositifs par de nouveaux patients et de favoriser ainsi l'économie circulaire dans un secteur où l'économie linéaire est somme toute dominante. Alors, parmi les points marquants de ce décret, nous allons retenir que seuls des centres ou des professionnels agréés pourront remettre en bon état d'usage ces dispositifs à usage unique, que ces professionnels devront obtenir une certification qui sera valable 4 ans, que les patients et clients devront être informés de cette possibilité de recourir à un dispositif médical reconditionné, ainsi que ses caractéristiques. Également qu'une traçabilité est prévue grâce à un enregistrement dans un système d'information qui est nommé enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux. Alors, en revanche, pour ce qui est du recyclage des matériaux qui constituent les dispositifs médicaux impossibles à remettre en état, rien n'a été prévu dans ce texte. Alors, on va ajouter que 2 arrêtés publiés en février, soit 2026, soit un an après, sont enfin venus, pour le premier, donc dresser la liste
des catégories de dispositifs médicaux à usage individuel qui peuvent faire effectivement l'objet d'une remise en bon état, ce qui était important, et le second texte, en février également, qui est venu préciser les conditions de remise en bon état d'usage. Et nous continuons avec, j'en parlais, le deuxième sujet de cette actualité réglementaire française, qui est la publication. Donc c'est très récent, c'est en mars 2026, du décret 2026-162, par lequel les pouvoirs publics ont, alors ce sera pour 5 ans, ouvert la voie à l'expérimentation du réemploi des emballages de collecte des déchets de soins à risques infectieux ou DASRI, et ainsi qu'à leur valorisation. Alors, cette expérimentation est ouverte aux fabricants de dispositifs médicaux perforants qui sont utilisés par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotest. L'expérimentation est ouverte aux gestionnaires de DASRI ainsi qu'à DASTRI, qui est l'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie des producteurs de DASRI. L'objectif, c'est, in fine, d'apprécier la faisabilité technique, la sécurité, l'efficacité du réemploi, de la valorisation et du recyclage. On en a terminé avec la partie réglementaire. On va aborder maintenant une deuxième partie qui est consacrée aux technologies dans le secteur médical. Alors, nous écrivions également, pour ceux qui ont l'occasion de le lire, dans notre précédent rapport, que les tendances dans le domaine des équipements médicaux montraient une évolution constante qui était axée sur l'innovation technologique. Et nous avions évoqué, justement, en titre d'illustration, des matériaux polymères pour des seringues peu remplies, le développement de la bioimpression, l'essor de la télémédecine, des dispositifs connectés, également l'intégration des nouvelles réalités, également de l'intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement, également la robotique et bien d'autres dispositifs innovants. On en avait dressé une liste précédemment. Alors aujourd'hui, ce constat demeure, de foisonnement de création innovante, que cela concerne donc la pratique médicale ou pour la fabrication même des dispositifs. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous n'allons pas passer aujourd'hui trop de temps sur ce sujet. Alors, bien entendu, rassurez-vous, une partie lui est consacrée dans le nouveau rapport. Alors, passant donc sous silence l'innovation dans les dispositifs, on va juste aborder ici ce qui était le choix, on dirait éditorial, c'est d'aborder plutôt leur mode de fabrication, la manière dont on va concevoir les dispositifs médicaux. Alors, force a été de constater que le plus gros volume de publications sur le sujet, sur notre plateforme de veille Polymédia, depuis près de 2 ans, concerne la fabrication additive. Alors, les autres procédés de fabrication, peut-être parce qu'ils sont plus éprouvés, n'ont pas fait, ou très peu, très rarement, l'objet d'articles notables qui démontrent, pour au moins l'un d'entre eux, un caractère innovant. Alors, ça ne signifie pas que ces procédés plus traditionnels, plus conventionnels, ont perdu en pertinence, c'est juste que le curseur des commentateurs a été placé ailleurs, en direction de procédés considérés comme remarquables, plus innovants. Alors, la fabrication additive, on a vu beaucoup de choses précédemment, donc on ne va pas non plus s'attarder dessus, simplement rappeler l'intérêt que revêt l'usage de cette technologie dans la fabrication des dispositifs médicaux. C'est que l'impression 3D permet la production rapide, par exemple, de prothèses qui sont moins coûteuses, plus personnalisables. Alors, prothèses, qu'elles soient orthopédiques, dentaires, auditives ou oculaires. La technologie permet de produire des implants avec des géométries complexes, des structures internes que les méthodes traditionnelles peinent très difficilement à réaliser, permet aussi d'adapter les instruments chirurgicaux à des interventions spécifiques ou à des difficultés anatomiques toutes particulières. La FABAT permet de développer des équipements de laboratoire sur mesure également, de créer des répliques anatomiques particulièrement fidèles, et même, on l'avait vu précédemment, de produire des doses de médicaments avec des formes adaptées aux patients. Alors,
Pour finir, on va ajouter un point sur cette technologie, c'est que de plus en plus de commentateurs mettent en avant l'impression 4D, pour lesquelles elle représente aujourd'hui une nouvelle frontière dans la fabrication additive. Alors pourquoi? Parce que ce procédé est vu comme permettant à un matériau de s'adapter, de répondre à divers stimuli, tels que des transitions thermiques, à l'humidité ou à des niveaux de pH. Et à ce sujet, alors effectivement, on comprend ici, sur ces facultés d'adaptation et de modulation, en fonction de divers stimuli, l'intérêt que peut revêtir l'impression 4D dans la fabrication de dispositifs médicaux. Alors, je disais à ce sujet, juste une précision, nous avons mis en exergue dans le rapport, que vous pourrez bientôt plus citer, hein, un article scientifique qui est très, très bien documenté, qui a été publié en février, donc c'est tout récent, par 3 chercheurs provenant d'une université grecque et une université roumaine, où il est question justement du potentiel de l'impression 4D dans les applications de santé. Et les chercheurs font notamment référence aux implants autoréparables, aux stents intelligents, aux systèmes d'administration de médicaments personnalisés, ainsi qu'aux dispositifs prothétiques qu'on appelle basés sur la réponse. Alors, on sait qu'il y a des dispositifs innovants qui arrivent sur le marché, donc leur développement va aussi de pair avec le développement des moyens de les produire. Nous avons pu ainsi découvrir au cours des derniers mois, alors c'était souvent dans un contexte de salon professionnel, des systèmes qui sont configurés pour répondre aux défis soulevés par la fabrication de dispositifs médicaux. Et on a vu un bon nombre de fabricants de presse, notamment, dévoiler des systèmes qui sont adaptés à l'injection de dispositifs médicaux. Et on a vu par exemple Boy, Whitman Group, Angel, Sumitomo SHI Demag, Zafir, Arbo, pour ne citer que. Ce sont des exemples qui sont repris dans notre document. Alors, à ce sujet, si la fabrication additive, on l'a dit, représente l'essentiel des publications justement sur le sujet de la mise en œuvre, enfin de la fabrication de dispositifs médicaux, on a pu néanmoins découvrir certains autres développements qui méritent, de notre point de vue, d'être évoqués. Et nous avons en tête en particulier ce qui a trait à la microfabrication, domaine dans lequel on retrouve justement le micromoulage et la micro-impression. Alors ici, dans le cadre de cette présentation, on souhaitait vous présenter une technologie qui a attiré notre attention, qui est la technologie de polymérisation à 2 photons, qui est une technologie qui est déjà plébiscitée, notamment dans le secteur de la micro-optique. Alors, c'est une méthodologie qui est globalement comparable à la stéréolithographie, avec une différence essentielle qui réside dans le mécanisme d'activation. Parce que ici, la réaction de polymérisation va se déclencher lorsqu'une molécule polymère va absorber simultanément 2 photons du faisceau laser. Et pour qu'une telle absorption ait lieu avec une probabilité significative, il est nécessaire de déclencher une intensité lumineuse très élevée. Et pour cela, on va utiliser un laser à impulsion ultra courte, de l'ordre de quelques femtosecondes, et ça permet précisément de diriger l'intensité maximale en un point très, très, très localisé. Et effectivement, et de sorte que ça permet de traverser, par exemple, plusieurs couches de matériaux sans affecter les zones qui sont non ciblées. Seule la région souhaitée va être polymérisée. Alors, ce procédé, on comprend, va permettre la fabrication de structures complexes avec des dimensions nanométriques. Et effectivement, on a fait le choix d'en parler ici parce que le secteur médical semble aujourd'hui constituer un champ d'application prometteur, puisque ce dispositif permettrait de concevoir, par exemple, des structures d'échafaudage destinées à favoriser la croissance cellulaire et la régénération tissulaire, ou par exemple en produisant des implants à l'échelle cellulaire ou moléculaire. On va rester sur la recherche d'outils et de matériaux adaptés. On va juste évoquer ici une autre technologie qui a rarement fait la une de la presse d'ailleurs.
savoir le thermoformage. Alors, pourquoi on va en parler ici? Simplement parce que le hasard de l'actualité fait qu'il y a à peine 2 jours, donc c'était avant-hier, cette technologie a été mise à l'honneur par un magazine professionnel qui est Emballage Digeste, et le rédacteur de l'article la voyait s'imposer comme un maillon clé de la chaîne pharmaceutique et médicale, couvrant plateaux médicaux, solutions de process et systèmes de stérilisation. Alors, le journaliste argumente en soulignant justement les exigences accrues de propreté, de traçabilité et de conformité. Alors, entre parenthèses aussi, cet article revient notamment sur la stratégie de plusieurs transformateurs, notamment CSI Thermoformage et Sudpac Medica sont cités, où l'on parle de leurs investissements dans de nouvelles capacités de fabrication. Alors, nous avons également vu qu'un univers connexe à la transformation de la matière, à savoir celui de la finition et de l'assemblage, était aussi un domaine dans lequel étaient mises en œuvre des technologies innovantes. Et vous le lirez, ce sont des technologies qui vont du polissage robotisé au soudage laser ou au soudage par ultrasons de plastique, en passant par le marquage ou le polissage laser. Voilà, il y a quelques illustrations sur cette slide. Et nous allons terminer cette partie donc dédiée à l'adaptation des outils en précisant, sans trop s'attarder dessus, que de nombreux articles, très nombreux articles ont été publiés où il est fait état du développement ou de la mise sur le marché, non plus cette fois-ci de dispositifs, mais de matériaux, cette fois-ci, qui sont spécialement formulés pour qu'ils s'adaptent parfaitement à un processus de fabrication. Alors, sans surprise, vous verrez que l'essentiel de ces articles concerne, vous l'aurez deviné, la fabrication additive. Et c'est pourquoi il y a simplement 2 contre-exemples qui sont en illustration sur ce document. On n'a pas du tout laissé d'exemple lié à la fabrication additive. C'est seulement, par exemple, un PBT lancé par SABIC dédié spécifiquement à l'injection, le dispositif médicaux, également un PPSU de Sciences Co, voilà, qui a été sélectionné par un fabricant de dispositifs médicaux. Pardon. Alors, nous allons à présent aborder la partie matériaux de ce webinaire, celle qui faisait justement l'objet d'une plus grande attention de notre part pour la rédaction de ce rapport. Alors, nous avons à cette occasion observé que le secteur des dispositifs médicaux, du point de vue donc, des matières plastiques utilisées, se nourrissait des mêmes préoccupations que celles de la filière plus vaste de la plasturgie des composites, voire de l'industrie de manière générale. Alors, c'est sans surprise que les innovations sont essentiellement portées par 3 principales considérations, qui sont des considérations qu'il faut en plus essayer de concilier, des considérations qui sont des considérations pour les premières applicatives. Il s'agira d'attribuer aux pièces produites des caractéristiques ou des fonctions spécifiques. Des considérations à présent plutôt d'ordre environnemental, des considérations qui vont se traduire par la confrontation de la fabrication aux enjeux de développement durable, d'économie circulaire, de décarbonation, d'éco-conception. Et enfin, des considérations d'efficacité et d'optimisation. Alors, on va regarder ça à présent. Alors, la première des propriétés souhaitables, une propriété que les matériaux doivent nécessairement posséder dans le cas des dispositifs médicaux, c'est la biocompatibilité. C'est évident, cette fonction a une importance majeure puisqu'elle permet de garantir la sécurité des produits vis-à-vis du patient et de l'utilisateur. Alors, le secteur des dispositifs médicaux étant en plein développement, qu'il s'agisse d'un côté de dispositifs innovants ou des procédés de fabrication, donc il est logique ici de voir l'offre provenant des fournisseurs de matières s'étoffer au fil du temps. Et on voit donc régulièrement arriver sur le marché des grades dédiés. Et certains producteurs mettent même en avant, au-delà des propriétés de biocompatibilité, leur capacité à conserver leurs propriétés en cas de stérilisation. Voilà, donc il y a un petit florilège d'exemples sur cette slide.
avec voilà, des divers producteurs, Avient, Sabi, Calbis, par exemple, en tant que distributeur, qui proposent sur le marché diverses gammes de copolymères, de master batch ou autres, ou de mélange maître, de compounds, pardon, qui sont exemples de propriétés, enfin, exemples de PFAS. Je suis allé un petit peu vite. Pourquoi je parle de PFAS? Parce que effectivement, je suis allé un petit peu vite. On présentait effectivement des producteurs qui lançaient sur le marché de plus en plus de grades qui étaient dédiés aux applications médicales. Ce que j'ai oublié de dire avant de présenter ces exemples, c'est que l'innovation en matière de biocompatibilité s'inscrit dans un contexte qui est plus large, qui est un contexte de défiance vis-à-vis de certaines substances chimiques préoccupantes qui sont contenues dans les matières plastiques, et notamment, je l'ai dit, les PFAS. Voilà. Alors, la réglementation est encore très permissive pour ce qui est du secteur des dispositifs médicaux, en ce qui concerne l'usage, le recours aux PFAS. Et les spécialistes semblent reconnaître que s'il fallait couper le robinet des PFAS en Europe, ça ne saurait se faire sans dérogation pour certains usages considérés comme essentiels. Alors, ce sont des exceptions qui s'imposent comme nécessaires dans la mesure où actuellement, la littérature scientifique semble montrer que pour beaucoup d'applications, dans plusieurs secteurs industriels et notamment dans celui des dispositifs médicaux, il n'y a tout simplement pas ou peu de substituts au PFAS, ni sur le marché, ni en R&D. Alors, ça n'empêche pas, toutefois, alors peut-être par anticipation de réglementation plus sévère à venir, ou pour simplement coller à l'air du temps, de découvrir, c'est ce que je disais un petit peu trop rapidement tout à l'heure, donc de découvrir de plus en plus de solutions qui se dispensent effectivement de ces substances problématiques, comme en témoignent donc les quelques exemples d'illustration que j'ai cités juste avant et que vous avez sur votre écran. Alors, biocompatibilité, écotoxicité, ce sont des éléments qu'on va considérer comme vus, et il va donc choisir, il va falloir maintenant choisir un matériau qui présente des propriétés adaptées à tel ou tel usage. Et nous allons voir que cette sélection de matières accourt selon deux modalités, alors non exclusives l'une de l'autre. Hein. Alors la première modalité se fait par la sélection de matériaux aux propriétés souhaitables, on va dire intrinsèques, hein, c'est-à-dire que les matériaux qui seront utilisés ont été préalablement formulés pour répondre à des besoins spécifiques. Alors, on a vu à l'occasion de nos différentes lectures, voir par exemple Crackbourg TPE, qui a développé, qui a élargi la palette de sa théorie thermoplastem qui avait été lancée en 2021, un compound qui est très prisé dans les applications orthopédiques et prothétiques. On a vu en 2025 Sciences Co mettre sur le marché un PPA, un modèle de qualité médicale qui est adapté aux dispositifs médicaux jetables qui doivent résister à des hautes températures. On a par exemple Ampacet qui a lancé fin 2024 Provital Lasermark, qui est cette fois-ci une gamme de mélange-mètres qui est destinée au marquage laser à contraste élevé pour des dispositifs médicaux, des équipements de diagnostic in vitro et des emballages. Voilà, donc on a des produits qui sont spécialement ciblés pour répondre à un critère particulier ou plusieurs critères particuliers. Donc il y en a de nombreux autres qui ont été identifiés. Donc, on a vu la première modalité de sélection des matériaux, qui était donc des propriétés intrinsèques. La seconde manière, pour un matériau de disposer de propriétés spécifiques, consistera à la mise en œuvre de procédés, qu'ils soient chimiques ou mécaniques, des procédés de fonctionnalisation. Il s'agira, par exemple,
Via une technologie de micro ou nanotexturation directe des cavités de moule. Alors, Client c'en est fait le spécialiste, d'améliorer des propriétés d'écoulement, par exemple, de réduire des frictions, de limiter l'adhérence ou encore de conférer des effets virucides ou antibactériens. Par fonctionnalisation, il pourra s'agir également de développer, on a vu un cas, des implants en PEEK, pardon, qui seront dotés de propriétés particulières, donc de résistance à l'usure, de capacité angiogénique, hein, c'est-à-dire qui permet de la formation de vaisseaux sanguins, de propriétés de résistance aux bactéries, tout en s'affranchissant d'une nature bioinerte qui limite l'osto-intégration et qui est pourtant l'attente principale. Et justement, à cette fin, pour développer ce type de matériaux, c'était l'objet d'un projet de recherche qui a été lancé en 2023 pour une durée de 4 ans. Le procédé qui a été mis au point, c'est une modification de la surface du PEKK avec une apatite biomimétique fonctionnalisée adhérente déposée par projection à froid ou cold spray. Alors, c'est un projet c'est un projet français qui implique le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, le laboratoire biomatériaux et inflammation cytoseux, le Matteo LGP qui est le laboratoire génie de production, l'AMCOS qui est le laboratoire de mécanique des contacts et des structures et en fait qui est porteur du projet CIRIMAT qui est le centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux. Et enfin, pour s'arrêter ici, en matière de fonctionnalisation des matériaux, il s'agira par exemple de mettre au point un nanocomposite imprimable qui sera capable de mimer la structure osseuse et de favoriser la régénération. Pardon. Alors c'est précisément, c'est la dernière image de cette slide, ce que sont parvenus à faire des chercheurs de l'université de Waterloo en utilisant de l'hydroxyapatite nanostructuré, qui est un matériau bien connu dans le monde médical, puisque ce minéral de la famille des phosphates est le principal composant des os, de la dentine et de l'émail dentaire. Alors, nous allons changer de sujet. Rappeler que dans le dernier rapport sectoriel que nous avions publié en décembre 2025, alors qui concernait cette fois-ci le secteur des jouets, nous nous demandions si les jouets en plastique constituaient un fardeau environnemental. Eh bien, la question, dans le cadre de ce rapport sur le dispositif médical, mérite une fois encore d'être posée, si l'on se réfère en particulier à certaines publications que nous avons identifiées au cours de ces derniers mois et qui ouvrent le débat. Alors, de manière générale, 3 thématiques de nature environnementale se détachent nettement. Alors, la première, ça concerne une préoccupation alors, qui est commune à l'ensemble des acteurs de la filière plasturgie et dont les développements font très souvent la une de la presse. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de la contamination des écosystèmes ou des organismes vivants par ces fameux microplastiques. Alors ici, nous faisons référence en particulier à 3 textes qui ont fait un petit peu de bruit. Alors d'abord, c'était une étude scientifique menée par l'Université de Coventry au Royaume-Uni, dont les résultats ont été publiés en mai 2024 et qui a mis en lumière les risques cachés que les masques jetables représentent pour la santé et l'environnement. Des masques qui étaient pourtant qui ont été mis à l'honneur lors de la précédente pandémie. Une autre publication, c'est celle qui a été publiée en février 2025 par une équipe de chercheurs de la Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Security. Une étude qui montre que des particules de plastique mesurant de 1 à 62 microns de long sont présentes, sont trouvées dans des solutions filtrées utilisées pour les perfusions intraveineuses. Ou encore un dernier article qui a été publié, alors cette fois-ci c'est plutôt de la vulgarisation dans un magazine Packaging Digest, c'est en octobre 2025. C'est un article qui mentionne justement, qui recense un certain nombre de publications scientifiques
qui font précisément état de la diffusion de ces microparticules dans l'organisme humain depuis différents dispositifs médicaux. Alors, soit la diffusion a lieu à la suite de leur simple utilisation. Là, il était question de tubes de perfusion, d'aiguilles de prélèvement, de poches, par exemple. Soit la diffusion est due à cause des conséquences, des suites des procédures de stérilisation qui fragilisent donc le plastique. Alors, une parenthèse ici, le sujet des PFAS qu'on a vu précédemment dans un contexte d'écotoxicité, il aura aussi toute sa place ici, puisque la question de la pollution des écosystèmes, à cause notamment de la dégradation de certains dispositifs mis en décharge, se pose. Voilà. Bon, on va pas redévelopper ce sujet-là. La deuxième thématique environnementale que j'évoquais, après les microplastiques, concerne la nature jetable d'un bon nombre de dispositifs médicaux. Et à ce titre, on va se souvenir de la parution en septembre 2025 du rapport qui a été réalisé par les cabinets Systémique et Onomia, par lequel les organisations alertaient sur le fait que les plastiques à usage unique dans le secteur de la santé étaient souvent exclus des politiques de lutte contre les effets induits par l'utilisation des plastiques à usage unique, ce qui faisait de fait augmenter les coûts, les déchets et les émissions de gaz à effet de serre. C'est un rapport qui est consultable d'ailleurs sur la plateforme Polymédia, comme, entre parenthèses, l'ensemble des sources et des référents, enfin des publications auxquelles nous faisons référence ici dans le rapport. Et la troisième, maintenant, dernière thématique, liée aux préoccupations environnementales, c'est donc une thématique également commune à l'ensemble de l'industrie, c'est celle du bilan carbone des activités et des produits. Et ce sujet, pour citer encore une étude qui a connu certains échos, ce sujet a été la cible d'une étude qui a été menée par le Shift Project en France et qui a donné lieu à la parution très commentée en juin 2025 du rapport qui était intitulé « Décarbonons les industries des dispositifs médicaux » et rapport dans lequel étaient justement évaluées les émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, sur la base des flux physiques et énergétiques. Donc c'est un contexte voilà, assez particulier, ce qui explique que il va falloir essayer de pallier ces différents inconvénients. Et donc pour réduire les déchets, la consommation de ressources ainsi que les émissions qui sont associées, des solutions existent, sont développées, nous allons le voir, tels que des matériaux biosourcés, des matériaux biodégradables, le développement du recyclage ou encore le reconditionnement. Alors, ces dernières années, la production et l'utilisation des bioplastiques, on va commencer par là, a connu une croissance significative qui est portée par la demande croissante de matériaux durables, notamment dans les économies développées. Et selon l'association European Bioplastics, la capacité de production mondiale de plastique biosourcé devrait doubler, passant donc sur la période de 2024 à 2028, donc passant de 2,024 millions de tonnes en 2024 à 4,692 millions de tonnes d'ici 2028. Alors c'est une croissance qui est principalement due aux polymères biodégradables d'origine biologique, comme les PHA ou l'acide polylactique, le PLA, qui sont les plus performants ici. Alors, il ne faut pas oublier, bien entendu, d'autres thermoplastiques que l'on retrouve en version biosourcée, comme, pour en citer qu'un, le PA11 biosourcé, qui est dérivé d'huile végétale et qui est utilisé dans le domaine médical. Alors, ces matériaux biosourcés, faut-il le rappeler, sont depuis longtemps indispensables au secteur médical parce qu'ils offrent des avantages indéniables grâce à leur biocompatibilité, leurs propriétés spécifiques et leurs fonctionnalités. Leurs applications médicales vont des sutures chirurgicales aux matrices pour l'ingénierie tissulaire. Alors, un bémol, cependant, tout n'est pas rose, malgré leurs nombreux avantages, ces plastiques se heurtent
parfois des difficultés dans certaines applications médicales, et notamment en ce qui concerne leurs propriétés mécaniques. Alors, si les polymères biodégradables comme le PCl, le PLA ou le PLGA sont appréciés pour leurs caractéristiques de biorésorption et de biocompatibilité, leur résistance mécanique, en revanche, est souvent insuffisante, ce qui limite leur utilisation dans certaines applications, notamment en ingénierie tissulaire. Alors, pour pallier ces limitations, les recherches à court, on a pu le voir, portent sur le mélange de ces plastiques avec d'autres matériaux afin d'améliorer leurs propriétés. Par exemple, on verra la copolymérisation du PLA avec d'autres matériaux qui a permis d'obtenir des mélanges plus flexibles, améliorant ainsi leur aptitude à un usage médical. On a vu également le PLGA qui est étudié pour sa biocompatibilité accrue lorsqu'il est combiné à des céramiques ou à du verre bioactif, notamment pour la régénération osseuse. Voilà, on va arrêter les exemples, mais simplement pour dire que malgré ces défis, l'intérêt croissant et le développement continu de ces matériaux laissent présager un avenir plutôt prometteur. Alors là, c'est sur votre slide, on a simplement pris le temps de mettre quelques exemples de polymères dédiés qui ont été optimisés pour, enfin biosourcés, qui sont optimisés pour un usage en dispositifs médicaux. Alors, toujours sur le sujet des matériaux biosourcés, on voit arriver, à côté de ces derniers matériaux issus principalement d'huile végétale, d'amidon, de cellulose, des matériaux de nouvelle génération. Il va être question, par exemple, de recourir, alors ce sont les exemples qui ont été mis sur cette slide. Alors d'abord, par exemple, de recourir pour fabriquer des pansements pour des plaies chroniques de type ulcère, diabétique ou escarre. Donc, de recourir à des échafaudages à base de chitosane. La chitosane qui est un biopolymère dérivé de l'actinine qui est présente à l'état naturel dans l'exosquelette des crustacés et des insectes. Ce biopolymère est connu, il a suscité un vif intérêt dans le domaine de la cicatrisation des plaies en raison d'une combinaison unique de biocompatibilité, de biodégradabilité, de propriétés antibactériennes. Un autre exemple aussi, il va être question, par le recours à ces matériaux de nouvelle génération, de transformer, par exemple, des biopolymères marins qui sont issus des algues brunes des mers froides, de les transformer en fibres d'alginate de calcium, de sorte qu'on va pouvoir élaborer des dispositifs médicaux pour l'hémostase, qui est l'arrêt du saignement ou la cicatrisation. Et également, on a vu d'autres exemples de recours à ces matériaux. Et on a vu notamment plusieurs études qui sont destinées à évaluer leurs propriétés et leur potentiel clinique, notamment une autre aussi qui est assez intéressante, qui était la soie de coton, qui serait, semble-t-il, prometteuse dans des biomatériaux et l'ingénierie tissulaire. Alors, on est toujours dans des considérations environnementales. On a vu qu'une possibilité d'y répondre concernait le choix des matériaux avec des origines biosourcées. L'autre possibilité pour verdir les dispositifs médicaux, ça pourrait se faire dans le cadre global de l'économie circulaire. Alors, on l'a évoqué plus haut, on a vu que la réglementation évoluait peu à peu. Pour rappel, en France, on a vu que l'expérimentation du réemploi des emballages de collecte des déchets de soins à risque infectieux était ouverte depuis mars 2026, et on a vu que la remise en bon état d'usage de certains dispositifs pour en permettre la réutilisation
était encadré depuis mars 2026. Alors, cela étant, les professionnels du secteur espèrent malgré tout qu'un assouplissement soit permis dans les années à venir, tout au moins, concernant les emballages des dispositifs médicaux. Alors, c'est dans ce contexte que 2 rapports à fort intérêt ont été publiés en France en 2024. Alors, le premier, qui exposait, donc c'est le rapport de gauche que vous voyez sur votre fenêtre, qui exposait les résultats d'une mission qui avait été confiée par 2 ministères français à l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'IGED. C'était une mission qui était destinée à évaluer la faisabilité d'une levée une mission destinée à évaluer la faisabilité d'une levée conditionnelle de l'interdiction de retraitement des dispositifs médicaux à usage unique. Mais surtout, le deuxième document, qui est paru en 2024 et qui a fait beaucoup plus de bruit, ce document dévoilait les résultats de l'étude de l'Agence de développement de la Nouvelle-Aquitaine et du pôle de compétitivité Polyméris, en collaboration avec l'ADEME, une étude baptisée EVA+. C'est une étude qui était dédiée au potentiel de valorisation des plastiques dans le secteur de la santé. Alors, cette étude a été menée par le cabinet Alcimed et elle montre plusieurs choses. On va en préciser 2. D'abord, elle montre que les établissements de santé français représentent à eux seuls un gisement de déchets conséquent, de l'ordre de 23 000 à 170 000 tonnes par an, hors dasserie, et des déchets qui sont majoritairement enfouis ou incinérés, et une seule infime proportion est recyclée. Et le deuxième point que l'on va retenir de cette étude, c'est qu'elle confirme, elle appuie la nécessité de mettre au point une filière de recyclage dédiée à grande échelle. Et elle déplore justement l'absence actuelle de ce type de filière. Alors, ce n'est pas étonnant, à l'aune de tout ça, que l'on voit poindre ça et là des initiatives pour valoriser des polymères de haute qualité. Certaines recherches sont menées actuellement pour lever ce défi en suivant la voie, cette fois-ci, alors du recyclage chimique. Alors c'est notamment le cas pour, on a trouvé ça lors de nos lectures, pour des chercheurs de l'Université de technologie Chalmers en Suède, qui ont entrepris 2 projets distincts pour tester le recyclage thermochimique de dispositifs médicaux, dispositifs qui seraient autrement incinérés ou envoyés à la décharge. Donc un premier projet qui a traité différents types de produits, comme des masques et des gants en plastique, et un second projet qui a consisté à créer un mélange d'une dizaine de matières différentes, ainsi que de la cellulose, de manière à représenter un peu plus fidèlement la composition moyenne des déchets hospitaliers qui sont produits par les hôpitaux. Et les chercheurs ont déclaré que les résultats des 2 projets étaient, je cite, « consistently positive ». Alors, dans un article qui a été publié en février 2024, justement, ils ont montré que le procédé mis au point, celui de gazéification à vapeur d'eau, avait permis de récupérer une part importante de précieux atomes de carbone contenus dans la matière première, et ce, sous forme de composés chimiques de valeur. Ils ont récupéré des oléifines, de l'éthane et des PDX. Et ce sont des produits qui sont réutilisables dans l'industrie chimique. Alors, d'autres initiatives s'attellent frontalement au recyclage mécanique. Ça peut paraître un petit peu plus surprenant au vu de la législation, la réglementation sur les dispositifs médicaux, et des procédés de recyclage qui sont mis en œuvre soit dans le cadre d'une volonté de réutiliser dans la chaîne d'approvisionnement industriel de manière générale, soit, ce qui peut être un peu plus surprenant, de les réintroduire directement dans la fabrication d'autres dispositifs médicaux. Alors, dans le premier cas, seulement dans le cadre de la réutilisation, de manière plus globale, on va citer par exemple le projet qui a été conduit en 2024 par une société de technologie médicale qui s'appelle Becton Dickinson & Co. C'est une société américaine, qui a été appuyée par un consortium d'établissements de santé danois et qui
qui a donc conduit un projet qui visait à démontrer que les tubes de prélèvement sanguin en PET usagés pouvaient être nettoyés, broyés et transformés en nouveaux objets. Et Becton a refait parler de lui plus récemment avec une autre société, ce qui est Eventech Sustainable Technology, un petit peu avec un projet du même ordre. C'était pour évaluer la possibilité de recycler les boîtes de pétri qui sont en polystyrène, de les recycler en matière première de haute qualité pour fabrication. On peut aussi citer Covestro et Almed, qui se sont associés fin 2025 pour mener une étude sur le potentiel de récupération du polycarbonate qui provient de filtres de reins artificiels usagés pour fabriquer de nouveaux matériaux, également à base de matières recyclées. Alors, je vous le disais, certains réfléchissent à la réintroduction de matières recyclées mécaniquement dans de nouveaux dispositifs médicaux. Alors, malgré tout, il s'agira, enfin, vous allez le voir, plutôt de dispositifs médicaux un petit peu moins, on va dire, sensibles. Alors, c'est le cas notamment pour des chercheurs de l'Université technologique de Nanyang, à Singapour, à la NTU, des chercheurs qui ont développé des moyens de convertir le plastique qui est mis au rebut, de le convertir en échafaudage pour des tumeurs qui sont cultivées alors, à des fins d'essai en laboratoire, pas pour des échafaudages en implantatoire. Ou alors, on a vu aussi des initiatives pour réinjecter des plastiques qui sont issus de dispositifs médicaux, notamment en particulier de stylos à insuline pré-remplis qui sont usagés, et pour réinjecter ces plastiques dans la fabrication de certains dispositifs, comme des boîtes de collecte réutilisables ou des plateaux de soins. Et c'est notamment, vous avez très certainement entendu parler d'un des objectifs d'un programme expérimental, programme qui est appelé RECIPEN, qui a été lancé en juin 2024 pour 5 ans, qui était à l'initiative de Sanofi et de l'américain Lilly. Et ce dernier cas, et on va finir là-dessus sur les matériaux dans les dispositifs médicaux. Ce dernier cas nous rappelle, puisqu'il est question de récupération de pièces de dispositifs médicaux, et que Ipsomed a dévoilé, c'est en novembre 2025, Ipsoloop, c'est comme ça qu'elle a appelé, c'est sa première plateforme d'auto-injecteur qui est conçue spécifiquement pour une économie circulaire. Alors, les versions 1 ml, 2 ml et 2 ml ont été conçues justement pour permettre la récupération des matériaux et pour en faciliter notamment le démontage automatisé et, in fine, le recyclage. Alors, je ne vais pas vraiment conclure par une synthèse de tout ça, juste évoquer peut-être, en guise de mots de la fin, les espoirs que suscite aujourd'hui l'intelligence artificielle, pas directement dans le domaine des dispositifs, mais dans le domaine de la science des matériaux, puisque, on le voit de plus en plus, il y a des publications de plus en plus nombreuses sur le sujet. Cette technologie permettrait de briser la limite du cycle de découverte de nouveaux matériaux, avec la possibilité notamment de découvrir beaucoup plus rapidement des matériaux très spécifiques avec des propriétés très particulièrement définies. Voilà, donc je vais arrêter là. C'était peut-être un petit peu dense. D'abord, en vous remerciant de votre attention, de votre participation, de votre attention, en vous rappelant ensuite que le service intelligence économique IPC vous propose un nouveau rendez-vous, voilà, sous la forme d'un webinaire qui aura lieu le 25 juin prochain. Au webinaire au cours duquel le sujet
qui sera traité sera celui du recyclage des composites. Voilà, donc merci encore. Je vais vous laisser partir en week-end prolongé en vous souhaitant une bonne fin de journée et un très très bon week-end. À très bientôt et n'hésitez pas à retrouver toutes ces informations dans l'attente de la publication du rapport sur votre plateforme de veille Polymédia. Voilà, merci beaucoup, au revoir.